Bonjour et bienvenue à la première session de notre événement Cyber Stories by Cyberforce. Toute cette semaine, dans le cadre de la Cyber Security Week, nous vous proposons un webinaire par jour. Aujourd'hui, le thème de notre session est Protecting Endpoints in the Age of Teleworks. Avec nous pour ce retour d'expérience, Alban Rocheteau, qui est responsable du SOC de Covea. Alban, si vous pouvez vous présenter un peu plus longuement. Merci de me permettre de parler de Covea. J'introduirai la session justement pour resituer le contexte de Covea. Donc Covea, c'est le leader français en assurance de biens et de responsabilité, qui est articulé autour de trois marques phares qui sont très connues en France. On parle ce sont des assurances donc mutuelles, de la GMF, de MAF et de MMA. Une caractéristique du groupe, c'est sa diversité. MAF et GMF sont ce qu'on appelle des MSI, des mutuelles sans intermédiaire. MMA est une mutuelle avec des agents généraux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français avec une grande capillarité. C'est un groupe donc mutualiste, qui se constitue, qui se consolide et qui s'harmonise depuis presque 10 ans maintenant. Et donc qui s'articule autour d'une harmonisation de l'ensemble de ces outils et de ces processus informatiques. Dans ce cadre-là, moi, au sein de la DTSI, donc la Direction Technologie Système d'Information, j'œuvre dans une direction qui s'appelle Infrastructure, Technologie et Services, et je porte la responsabilité de ce qu'on a appelé le centre opérationnel de cybersécurité. Ce centre, il a plusieurs vocations. Il a une vocation effectivement à réaliser les activités de cybersurveillance. Donc on parle de détection et de réaction aux incidents de sécurité. Il opère effectivement le CIEM et l'EDR, on va en parler plus longuement, et il a aussi la responsabilité de toutes les solutions en termes d'administration et d'ingénierie de protection périmétrique. Et c'est une organisation qui est très récente dans notre groupe, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir. Notre histoire récente nous a fait accélérer notre prise de conscience sur la nécessité de grandir et de mettre à niveau notre capacité de résilience aux attaques informatiques. Et notre deuxième interlocuteur sera donc Nicolas Cotte, qui est Head of Solutions chez Tetris. Donc Tetris, Société française cybersécurité et partenaire de Prost. Nicolas, si vous pouvez vous présenter un peu plus. Bonjour, merci Basile déjà de nous inviter aujourd'hui dans ce webinaire. Donc Nicolas, moi je suis ancien RSSI. J'ai été dans mes vies antérieures le premier client des solutions Tetris, durant lesquelles j'ai eu la possibilité de déployer l'ensemble des technologies avant d'intégrer Tetris comme Head of Solution, avec comme mission d'accompagner nos clients stratégiques, mais également nos partenaires, au bénéfice de la cyber-résilience et de l'accélération et de l'adoption de ces plateformes. Merci. Donc le sujet du jour, c'est un retour d'expérience, donc c'est vraiment ce que vivent les clients sur une solution EDR et comment cela permet de protéger plus efficacement une organisation dans un contexte donc de télétravail et de manière générale, j'ai envie de dire, on a des devices qui sont de plus en plus mobiles, de plus en plus hétérogènes, et donc la question c'est comment on va pouvoir les protéger. Du coup, Alban, je me tourne vers vous. Si on parle de déploiement de protection endpoint chez Covea, qu'est-ce que ça représente un peu en termes de chiffres, en termes d'architecture? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éléments chiffrés? Donc le premier point, c'est qu'on travaille avec Tetris depuis 2017. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit déjà dans la durée. On a commencé effectivement par déployer ou commencer à déployer un EDR sur nos assets. Alors quand on parle d'assets, on parle plus particulièrement effectivement des postes de travail, mais ce qui était peut-être moins évident, c'est aussi sur la partie serveur.
Ce qui est important de noter, c'est que l'EDR vient en complément d'un antivirus. Il n'a pas remplacé l'antivirus. Les bases de signature, c'est un outil qui est venu en complément et qui a été installé progressivement. Donc, quand on parle de chiffres, de quoi on parle ? Covea, c'est 23 000 collaborateurs, c'est plus de 6 000 agents généraux, pour lesquels, donc les fameux agents généraux MMA, pour lesquels on fournit les postes de travail, et avec l'ensemble finalement de la compagnie, avec les serveurs, c'est à peu près 43 000 endpoints qui sont aujourd'hui protégés par un EDR. Ça représente à peu près 33 000 postes de travail et un peu moins de 10 000 serveurs. Alors, évidemment, les chiffres varient à tous les jours, parce qu'on verra, on a un enjeu d'être tout le temps à jour et de tout le temps s'assurer que nos endpoints sont protégés par un EDR. D'accord. Et sinon, en termes de protection proprement dite, est-ce que vous avez une expérience à nous partager sur est-ce qu'effectivement un EDR, qu'est-ce que ça apporte à une compagnie comme la vôtre ? Oui, clairement, puisque alors c'est sur la place publique. Covea et plus particulièrement la marque MMA a subi une cyberattaque majeure en juillet 2020. Et ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que je faisais partie des collaborateurs qui étaient aux avant-postes de cette cyberattaque. Et ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que alors déjà, la cyberattaque a été majeure puisque on a eu un arrêt de service d'environ 15 jours. On va dire une semaine pour bien comprendre, bien délimiter ce qui nous était arrivé et une semaine pour reconstruire en partie et couvrir les dommages qui avaient été causés au système d'information. Ce qu'on peut dire, c'est que je vais être très très simple, et puisque ça c'est un observable, on parle d'attaque ransomware, donc de programmes malveillants dont l'objectif était de chiffrer les disques durs. Partout, sur tous les assets où on a eu l'EDR Tetris, les assets n'ont pas subi l'attaque de chiffrement du ransomware. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une attaque relativement contenue et avec des dommages finalement limités. Très bien. Alors, quand on parle de ransomware, je vais me tourner vers Nicolas. Un ransomware, pour que les gens se rendent compte, les vitesses de propagation, et ça pourra élargir sur des sujets comme l'automatisation. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'un ransomware exactement ? Quand on parle d'un ransomware, en moyenne, là sur des observations qu'on a pu faire, mais on a vu également des chiffres qui sont beaucoup plus élevés qu'on a pu mesurer, ça peut être très rapidement plus de 500 postes par minute qui sont compromis et qui sont perdus pour l'entreprise qui est ciblée. Donc on se rend compte tout de suite qu'une attaque, si elle arrive en parallèle sur plusieurs machines, qui elles-mêmes se propagent chacune d'entre elles sur plus de 500 machines en parallèle, on se rend compte qu'il devient impossible de gérer au sens de contenir la menace, de la stopper et de l'empêcher de continuer avec des moyens humains, et que c'est là l'automatisation qui va prendre le relais. Sur une attaque, c'est-à-dire que le temps que ça soit pris en charge par un analyste, que l'analyste se rende compte de ce qui est en train de passer, il peut se passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et c'est autant de machines qui sont perdues. Et comme c'est des choses qui se passent en parallèle, très rapidement, des entreprises de taille moyenne, de grande taille, peuvent se retrouver complètement rayées de la carte d'un point de vue SI parce que la menace n'a pas été stoppée. Et alors, donc on va parler du challenge, et vraiment c'est ça qui introduit cette automatisation, c'est comment on passe dans des conditions asymétriques, attaquant-défenseur, d'un temps homme à un temps machine, pour protéger l'entreprise et stopper net ces lignes de feu.
Alors, on parle d'automatisation quand on parle de SOC et d'EDR, mais on parle aussi de corrélation. Alors là, je me tourne vers Alban. Pour le SOC de Covea, je ne sais pas si vous avez quelques chiffres à donner pour que les gens se rendent compte. Qu'est-ce que c'est un SOC? Quel est le nombre de logs qui peuvent arriver à chaque minute ou chaque jour ou chaque semaine? Et comment faire le tri dans toute cette information, ce flux d'informations qui arrive sur un SIEM, entre effectivement une attaque réelle et peut-être juste des signaux qui, on va dire, sont du bruit de fond venant d'Internet? Écoutez, ce que je peux partager avec vous, c'est très concrètement, c'est que effectivement, il est très important de construire un reporting opérationnel et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai réalisé le reporting auprès de ma direction. Ce que je peux partager, c'est que on parle des mois d'été, donc on va parler du temps elapse entre le 1er juillet et le 31 août. Ça représente 64 milliards d'événements unitaires qu'on a envoyés vers notre SIEM qui est également opéré par Tetris. Sur ces 64 milliards, c'est à peu près 8 milliards d'événements qui sont des événements de sécurité. Donc ça constitue un premier filtre. Sur ces 8 milliards, on a déclenché environ 117 millions de règles. Les règles importantes, c'est le dernier niveau de filtrage ou l'avant-dernier niveau de filtrage. Ça représente environ 60 millions de règles qui ont été de règles importantes qui ont été déclenchées. Et à partir de là, donc les analystes Tetris ont réalisé les corrélations à partir effectivement de leur connaissance des événements et en les associant. La corrélation, c'est la capacité à associer des événements entre eux pour générer une alerte vers les équipes SOC de Covea. Et c'est 38 incidents donc, qui sont que l'on traite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incident? C'est un malware qui est détecté sur un poste de travail, c'est une trop nombreuse tentative de connexion sur un poste de travail, ou un poste de travail ou un serveur, ce sont des illustrations. Ça peut être des ransomware qui sont bloqués, et on en a. Voilà, sur les 2 derniers mois, on en a. Et donc, ça représente l'éautomatisation, c'est indispensable. On peut pas faire sans. Il y a tellement d'événements que c'est ingérable à l'échelle humaine. Donc il faut ce tamis et c'est toute l'intelligence d'une solution SIEM et d'une solution EDR associée au SIEM qui nous permettent d'être pertinents parce que il y a un double enjeu, c'est la pertinence des alertes, c'est de ne pas en louper et le deuxième enjeu, c'est de ne pas en avoir trop. C'est-à-dire que si on est noyé dans trop d'incidents, on a l'incapacité de traiter. Et si on a l'incapacité de le traiter, ça veut dire qu'on loupera peut-être les incidents les plus importants. Oui, effectivement. Donc c'est des témoignages vraiment intéressants parce qu'effectivement, on se rend compte avec ces chiffres que même en ayant une armée d'analystes SOC, traiter des millions et des millions d'événements sur 2 mois, à part avoir des robots, effectivement, c'est pas possible et on comprend effectivement les enjeux de cette automatisation. Alors j'ai envie aussi de dire, même si on a cette automatisation, cette corrélation, au final, on a quand même des analystes qui est un métier quand même assez spécifique, avec des compétences spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Nicolas ou Alban, parce que cette partie humaine reste quand même importante dans un SOC, je pense. Alors, le rôle de l'analyste, donc il va utiliser des alertes donc émanant de la plateforme, puisqu'on est dans une logique plus produit, mais vraiment dans une logique de plateforme. Et cette plateforme, on parle en développement agile du shift to the left, qui est de rendre du temps aux analystes pour se concentrer là où il y a de la valeur ajoutée. Donc, le rôle de l'analyste, ça va être de créer les dispositifs de corrélation pour compléter, mais de s'appuyer sur des capacités de détection. On parle d'intelligence artificielle, de machine learning, on parle de deep learning pour venir aider au diagnostic. On parle du EBA même, donc si on prend de la hauteur, mais pas en logique unitaire produit, mais en logique plateforme, puisque la menace va être détectée de manière multidimensionnelle. On peut prendre un exemple, prenons une attaque moderne, qu'on retrouve assez typiquement dans une campagne de ransomware, c'est une attaque par phishing. Donc il y a déjà la passerelle de sécurité de la messagerie, il y a l'antivirus poste de travail, il y a l'EDR, il y a le SIEM, et c'est uniquement en ayant cette vision de bout en bout transverse qu'on a cette capacité de prendre la décision de dire
on stoppe la ligne a peut-être déjà été stoppée par l'EDR, par le PP, ou directement suite à une corrélation côté SIEM avec une mise en œuvre côté outils périmétriques, et ça pourrait faire une protection mail to endpoint directement. Donc ce sujet de l'automatisation, c'est mieux détecter, c'est mieux protéger. Donc on va pouvoir décliner les politiques de sécurité dans le SI, mais c'est aussi mieux répondre puisque la menace va être figée, et à partir du moment où on fiche cette menace, on rend le temps aux analystes pour faire le job, pour faire ces investigations, pour faire ces escalades managériales et permettre cette continuité d'activité, cette reprise d'activité qui est un réassessment des applications métiers qu'on rend aux utilisateurs pour permettre le retour en mode nominal. Et là, du coup, alors c'est intéressant, je me tourne vers Alban, parce que quand on prend une solution EDR, c'est souvent beaucoup d'informations, un outillage assez complexe. Est-ce que ça a pu vous aider aussi dans la montée en maturité du service que vous dirigez au niveau de Covéa pour faire monter, on va dire, la maturité cyber de Covéa en général à l'aide de ces outils? Si on refait un petit peu l'histoire, je pense qu'on fait partie des entreprises qui n'avaient pas une très très grande culture cyber. Alors ça s'explique par plein de raisons. En partie par le fait qu'on plus tardivement les contraintes réglementaires par rapport au monde bancaire dans le monde de l'assurance sont arrivées un peu plus tardivement. Sans doute aussi une conscience de l'importance de la sécurité, mais un business assurantiel ou qui passait avant, et une sécurité qui n'était pas forcément inscrite dans nos processus de build. Donc on a fait comme tout le monde, on a mis des antivirus. Je pense qu'on a, j'en suis même certain, une protection périmétrique à l'état de l'art. Pas de retard sur ces points-là. En 2017, la prise de conscience que l'antivirus ne suffit pas, l'ajout progressif d'un EDR. Le SIEM est arrivé, l'équipe sécurité, mais qui n'avait pas une haute visibilité dans l'organisation avant la cyberattaque. Un SIEM qui s'est mis progressivement en place, mais je dirais la cyberattaque, c'est une crise qui a déclenché une prise de conscience et une opportunité dans l'entreprise. Une prise de conscience que on peut plus faire comme avant, on peut plus prendre notre temps. D'où la construction de l'équipe cyber, d'où l'ensemble de l'outillage, l'accélération des travaux d'automatisation. Et c'est la montée en maturité, elle a été accélérée par la cyberattaque, mais il y a une vraie montée en maturité, c'est-à-dire que c'est installé dans l'entreprise. Ça commence par les utilisateurs. La première chaîne, le premier maillon de la sécurité, c'est l'utilisateur. Ce sont des webinars sur les mots de passe, c'est des campagnes de phishing, c'est d'expliquer en quoi la sécurité nous expose notre business, expose les données de nos clients, et puis une accélération j'ai parlé de la cyberattaque, mais une accélération aussi réglementaire. On va parler effectivement la RGPD qui date déjà de 2018, mais aussi une contrainte réglementaire et qui est, on va dire, dont le leadership est côté ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, où en mois de mars 2020 nous avons été déclarés OSE, donc c'est opérateur de services essentiels. Et derrière cette déclaration, enfin cette affectation de rôle, s'ensuit une contrainte de réglementaire avec un certain nombre de règles à se conformer. L'EDR est une bonne pratique, on doit avoir un EDR, mais pas que, c'est de la segmentation du réseau, c'est de l'architecture, c'est aussi du processus. Comment doit s'opérer une cybersurveillance, comment doit opérer un SOC, et c'est quelque part notre réponse
c'est d'afficher la cybersécurité au plus haut dans notre organisation, d'afficher également une direction risque et sécurité qui est une maîtrise d'ouvrage qui quelque part édicte les tables de la loi et effectivement de les décliner de manière opérationnelle dans nos systèmes d'information et dans la manière de les fabriquer. Alors, vous avez parlé RGPD, du coup j'en profite pour rebondir sur un sujet. On sait que de plus en plus on parle souveraineté. Tetris est une solution européenne, alors française à la base, mais on va dire européenne dans un cadre plus large. Bon, il y a assez peu d'EDR européens, la plupart des gros players sont quand même américains. Est-ce que ça a été un choix dans votre choix Tetris ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez de votre côté? On n'a pas, je dirais chez Covea, on n'est pas tenu encore aujourd'hui de choisir des solutions souveraines et c'était pas dans notre culture. Mais la réglementation, alors notre culture c'était de choisir la solution quelle qu'elle soit, qui soit la mieux adaptée à notre besoin et on cherchait l'optimal en termes de réponse aux besoins, en termes économiques, que ce soit dans la phase de build ou dans la phase de run et d'exploitation. Ce qui change, c'est qu'avec la réglementation RGPD notamment, les données de nos clients doivent être en Europe. On a des relations du fait qu'on soit OSE privilégiées avec les organismes d'État et notamment l'ANSSI qui promeut le SecNum Cloud, les clouds souverains. Alors pourquoi on n'est pas encore très avancé dans cette démarche vis-à-vis de la souveraineté, c'est que je dirais dans l'assurance, c'est on ne manipule que de la donnée. On vend pas une voiture, on vend pas une bouteille, on vend pas une boîte de conserve, on vend quelque chose d'immatériel. On vend une garantie. On vend une garantie que si jamais il vous arrive un pépin, on sera là pour vous soutenir et honorer les garanties qu'on a prises avec vous. Donc c'est de l'immatériel, donc c'est de l'information. Et donc tout est système d'information. Donc on fait de l'informatique depuis que l'informatique existe. Ça veut dire la contrepartie, c'est que on a un legacy qui est très 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 présent. Et donc un legacy, c'est essentiellement construit on-prem. Et progressivement, parce que on doit de l'agilité, on doit évoluer rapidement, nos solutions, et on a un mouvement dans le cadre de la construction de l'informatique de demain, l'informatique de Covea, l'informatique groupe, qui n'est pas une informatique marque, en tout cas, on a un mouvement pour aller vers les solutions cloud. Et logiquement, les questions de souveraineté se posent et elles vont se poser de plus en plus. Notre RSSI, notre DSSI, j'ai pu échanger très récemment avec lui sur ce point, me dit qu'il va y avoir un mouvement vers effectivement davantage d'attention sur la souveraineté et probablement que nos choix vont s'inscrire dans l'aspect souverain de nos assets, afin de garantir la maîtrise encore une fois au bénéfice de nos clients. Du coup, je me tourne vers Nicolas. Alors, juste une remarque. Donc, on constate que vous n'avez pas choisi Tetris pour des questions de souveraineté, mais déjà pour des questions de performance, parce que c'était le bon outil. Je me tourne vers Nicolas. Effectivement, sur ce sujet de souveraineté, je pense que vous avez pas mal de clients en France qui doivent se tourner vers vous. Microsoft, récemment, a avoué qu'un tiers des demandes d'accès aux données par le gouvernement américain étaient classifiées secret défense. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils demandent à accéder aux données, ils ne vous disent pas pourquoi. Quelle est la position de Tetris à ce sujet, un peu ? La souveraineté est un enjeu, bien évidemment d'emploi, bien évidemment d'intelligence économique, mais c'est également un enjeu d'éthique chez Tetris. Toutes nos infrastructures sont dédiées par client dans une plateforme hébergée en Europe. Nous avons conçu des dispositifs différenciants dans le sens éthique où même pour aller identifier, protéger, détecter, réagir, comme diraient les Américains à travers le NIST, ils ont besoin d'accéder aux données métiers. Ils ont besoin d'un remote shell, d'avoir à portée de main tous les éléments, la propriété intellectuelle, les secrets de l'entreprise. Chez Tetris, nous avons développé des solutions, EDR par exemple, où on va pouvoir faire ces actions identifier, protéger, détecter, réagir, investiguer, sans avoir besoin d'en connaître et d'accéder à ces données métiers.
Au-delà de cela, on a construit donc nos solutions sur des plateformes dédiées qui peuvent être maintenant certifiées Secnum Cloud et qui mettent l'ensemble des données de nos clients hors de portée des lois extraterritoriales étrangères à l'Europe, mais également qui assurent que les données, nos clients sont au courant où elles sont localisées, qui accèdent aux données et surtout elles sont GAFAM free. Donc, on protège les clients à la fois sur l'enjeu d'intelligence économique, d'espionnage, sabotage, mais également de potentiel accès indu à ces données par des entités ou des organismes tiers. Parfait, merci. Écoutez, je pense que c'est un sujet effectivement qui est vraiment qui est de plus en plus d'actualité. Bon, il y a quand même quelques news récentes où on peut supposer qu'il y a eu quelques espionnages informatiques ou quelques espionnages industriels qui a touché des sociétés françaises. Et effectivement, je pense que, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de sociétés, je pense qu'effectivement, garantir un minimum de confidentialité et éviter à certains autres États d'accéder à nos données, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus crucial. Alors, je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter tous les trois de SOC et de protection. C'est un sujet assez vaste. J'ai envie de passer à la conclusion quand même. Je vais vous donner la parole chacun à votre tour. Si vous deviez faire une petite conclusion sur comment protéger un parc de endpoint, comment bien se protéger, on voit de toute façon de plus en plus, ça fait la une des journaux. Il y a 15 ans, moi, quand j'ai commencé, 15-20 ans maintenant, 20 ans, quand j'ai commencé à travailler en cybersécurité, c'était un peu comme les accidents de voiture, ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis à force de voir des accidents, les gens se rendent compte que ça peut arriver à tout le monde. Je vais d'abord me tourner vers Alban. Si vous deviez résumer, on va dire, ou conclure sur comment bien protéger son parc de endpoint et donner votre retour d'expérience et donner à des entreprises qui n'ont peut-être pas votre niveau de maturité, quelles sont les étapes et comment faire pour bien protéger ces endpoints. Écoutez, tout à l'heure, quand on a démarré, ou un petit peu avant, on se posait la question de savoir si on allait faire le webinaire en anglais. Si je peux utiliser l'anglais, pour moi, le DR, c'est pas une option, c'est un must-have. C'est incontournable d'avoir un EDR. L'antivirus ne suffit pas. C'est très simple pour moi à comprendre, puisqu'un antivirus, on va dire basiquement, est basé sur une base de signatures. Il compare, il check des programmes, ce qui se passe, un certain nombre de choses, et il compare ça à une base de signatures qui est statique. C'est performant, ça va arrêter, ça va passer au tamis, on va dire les vieilles attaques ou les attaques qui sont connues, mais rien ne vaut un EDR parce que il a l'intelligence du comportement. Il verra peut-être pas tout, mais moi, en tout cas chez Covea, on dort plus tranquille quand on a l'EDR et sur nos assets, et quand on l'a pas, ça nous stresse. Et c'est un enjeu quotidien, c'est quelque chose qu'on surveille. Puisque quand on a un parc aussi étendu que le nôtre, il est tout à fait possible d'avoir des écarts entre le nombre de postes qui sont sur le réseau. Alors c'est extrêmement faible, évidemment, et les EDR qui sont déployés. C'est toujours une source d'inquiétude pour nous et il y a toujours une action de remédiation derrière. Donc c'est un incontournable, si je peux conclure là-dessus. Et évidemment, ça alimente derrière le SIEM, ça donne des capacités d'analyse, ça donne des capacités de compréhension, bien sûr, mais d'abord, ça nous protège. Et alors Nicolas, vous qui côtoyez beaucoup de clients justement qui viennent vous voir pour avoir un EDR, pour protéger leurs assets, qu'est-ce que quelles sont leurs inquiétudes et comment vous les aidez, les accompagner finalement à mieux se protéger et comme dit Alban, et je pense que moi aussi en tant que responsable de SOC, je comprends sa remarque, à mieux dormir. L'EDR est le moyen de détection et de réponse au sein du SI et qui a l'avantage par rapport à d'autres technologies qu'on peut retrouver sur le marché, comme des NDR comme d'autres solutions, d'avoir une capacité d'être au grain le plus fin. Le grain le plus fin dans l'entreprise, c'est le poste de travail, c'est le serveur, c'est le mobile. Donc, à partir de ce moment-là, avoir une menace qui est globale, mais on peut avoir une réponse tant locale que globale, mais avec une capacité d'automatisation qui réduit ce temps de réaction au plus proche de zéro, le down to zero, le shift to the left, qui permet de bloquer, isoler et répondre
dans des temps qui ne sont pas accessibles si on n'a pas ces capacités-là, si on n'a pas ces moyens d'automatisation et donc de permettre aux entreprises d'être plus résilientes. Donc s'il y a un choix à faire, c'est l'EDR d'abord et après on vient compléter, comme l'a dit Alban, avec d'autres capacités autour, comme du SIEM, comme du SOAR, pour constituer cet écosystème de défense, de passer d'une logique produit à une logique plateforme, comme se transforment les entreprises qui sont de plus en plus à la fois ouvertes, à la fois communicantes et interdépendantes les unes envers les autres. Écoutez, un grand merci à tous les deux pour votre participation, un grand merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à une session de questions-réponses. Merci à tous. Merci. Merci.